Le jour de la fête des mères, mon fils, un jeune homme d'affaires riche et affairé, est venu me rendre visite, un bouquet aussi éclatant que le soleil de ce dimanche matin à la main. Il l'a posé sur la table, m'a regardé avec une expression douce mais distante et a dit « Maman, ma femme continue bien de t'envoyer 5 000 € chaque mois, n'est-ce pas? Je veux juste m'assurer que tu es à l'aise. » Je me suis figée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. 5 000 €? Depuis 8 mois, je vivais grâce aux colis alimentaires de la paroisse et aux petites donations de voisins bienveillants. J'ai murmuré, la voix tremblante. Mon fils, c'est l'Église qui m'aide à joindre les deux bouts. Il m'a dévisagé, le sourire s'effaçant de ses lèvres. C'est alors que ma belle-fille est apparue, radieuse dans une robe de soie, des talons hauts brillants et un nuage de parfums coûteux qui flottait dans la pièce comme une moquerie. Son sourire était éblouissant, mais ses yeux étaient plus froids que tous les hivers que j'ai jamais connus. Elle ne réalisait pas qu'en ce jour même, la dernière lueur de son élégance s'éteindrait pour toujours. Si vous m'écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je m'appelle Marguerite Dubois, veuve de 67 ans, vivant seule dans une petite maison à la périphérie de Valbelle, un village tranquille près d'Aix-en-Provence. Cette maison était autrefois remplie de rire, l'endroit où mon mari et moi avons élevé notre fils unique, David. Après le décès de mon mari d'une crise cardiaque il y a 10 ans, j'ai appris à ralentir, m'occupant de mon jardin, cuisinant et donnant occasionnellement des cours de catéchisme à l'église Sainte-Marie, au bout de la rue. Je n'avais pas grand-chose, mais c'était suffisant, jusqu'à ce que la vieillesse frappe à la porte et que tout devienne plus cher chaque jour. David, le garçon que je portais autrefois dans mes bras, est maintenant millionnaire à 38 ans. Il possède une chaîne d'entreprises technologiques, conduit une Mercedes électrique flambant neuve et vit dans une villa au Tolonnais où la taxe foncière annuelle équivaut à ce que j'ai gagné dans toute ma vie. J'étais fière de lui, bien sûr. Je l'ai élevé avec ses mains, croyant qu'il deviendrait un homme bon, gentil et reconnaissant. Alors, quand il est entré dans ma maison cet après-midi-là, la lumière du soleil inondant la pièce, son visage fatigué mais beau, mon cœur s'est réchauffé jusqu'à ce qu'il parle. « Maman, ma femme continue bien de t'envoyer 5 000 € chaque mois, n'est-ce pas ?» C'était comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de la pièce. Mon cœur martelait mes côtes et mes doigts se sont crispés sur le coin de mon vieux tablier. J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres étaient sèches comme de la poussière. 5 000, ai-je répété, la voix étranglée. Mon fils, c'est l'Église qui m'aide à survivre. Les yeux de David se sont écarquillés, son sourire se dissolvant. Il a jeté un regard vers la femme qui venait d'entrer. Clara. Sa femme, dans une robe de soie couleur perle et des talons argentés scintillants. L'odeur de Chanel 9 a envahi mon petit salon, surpassant l'odeur de la tarte aux pommes que je venais de faire pour accueillir mon fils. Clara a souri légèrement. Un sourire qui aurait pu faire fondre une pièce s'il n'avait pas été si froid. « Oh mère, vous avez dû oublier, » dit-elle doucement, sa voix comme du miel sur de la glace. « Je passe chaque mois pour apporter l'argent, vous vous souvenez ?» Je l'ai regardé calmement. « Si vous l'avez apporté, alors il a dû se perdre quelque part. » ai-je dit, à peine plus fort qu'un murmure. La pièce est tombée dans le silence. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale, le bourdonnement des voitures au loin et les battements de mon propre cœur. David nous regardait, sa mère aux cheveux gris dans son tablier et sa femme glamour dans sa robe de créateur, le front plissé. Clara,
Tu as bien apporté l'argent, n'est-ce pas? Je te fais le virement tous les mois. Clara a penché la tête, son sourire inébranlable. Bien sûr, David, je viens ici chaque mois. Peut-être que mère a simplement oublié. Vous savez, la vieillesse, la mémoire n'est plus ce qu'elle était. Les mots étaient doux comme des plumes, mais ils ont atterri sur mon cœur comme des pierres. La vieillesse. J'avais entendu cette phrase trop de fois depuis la mort de mon mari, de la part de gens qui pensaient qu'une vieille veuve n'était rien de plus qu'un souvenir qui s'efface. Mais je connaissais ma mémoire. Je me souvenais de chaque facture, de chaque prière, de chaque visage à l'église. Et je savais sans l'ombre d'un doute que Clara ne m'avait jamais donné un seul centime. J'ai hoché légèrement la tête, choisissant le silence. Certaines batailles ne sont pas faites pour être menées immédiatement. Elles sont faites pour être observées. David s'est levé, s'est approché et a posé une main sur mon épaule. Maman, c'est probablement juste un malentendu. Je vais vérifier les comptes. Je veux juste que tu vives confortablement, sans souci. J'ai souri faiblement, mais quelque chose en moi s'était réveillé. Une tempête silencieuse de suspicion et de résolution. Je n'ai rien dit de plus. J'ai juste débarrassé la table et placé un verre de jus d'orange devant lui. Alors que David s'asseyait, Clara s'est déplacée gracieusement à ses côtés, posant une main possessive sur son épaule. Son regard m'a balayé, froid, dédaigneux. Le regard de quelqu'un qui croit que l'argent peut acheter l'intégrité. L'air dans la pièce est devenu glacial. Même si le soleil brillait, dehors, un frisson a parcouru mon échine. Clara a jeté un coup d'œil autour de la pièce, ses yeux effleurant les vieux cadres photos sur le mur. David en petit garçon, cheveux dorés, yeux brillants, un sourire insouciant. Elle a expiré doucement. « Vous avez fait un si bon travail pour garder la maison propre, mère, même à votre âge. » J'ai souri faiblement. « Vieille, oui, mais pas si vieille que j'oublie qui franchit ma porte, Clara. » David m'a regardé, mal à l'aise. « Maman, allons, c'est la fête des mères. Ne te fâche pas. Je veux juste que tu sois heureux, mon fils. » ai-je dit, mes yeux toujours fixés sur Clara. « Moi aussi. Mais le bonheur ne vient pas de ce que les gens disent avoir fait pour vous. Il vient de ce qu'ils ont réellement fait. » David s'est figé et le sourire de Clara s'est crispé avant de disparaître complètement. Après leur départ, je suis restée assise seule dans le salon. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, s'étalant sur la vieille table en bois. 5 000 € par mois, 8 mois, 40 000 €. Cet argent aurait pu réparer le toit qui fuyait, remplacer mon réfrigérateur en panne, m'aider à vivre mes dernières années dans le confort. Au lieu de cela, j'avais compté les boîtes de soupe du garde-manger de l'église et remercié Dieu pour chaque miche de pain donné. J'ai pressé une main sur ma poitrine, non pas par colère, mais à cause de la douleur qui montait en moi. Une douleur silencieuse, profonde, jusqu'à l'os. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon vieux carnet, celui où j'avais l'habitude de noter les listes de courses et les prières. Mais cette fois, j'ai écrit quelque chose de différent. Trouver la vérité. Et en dessous, ne pas faire confiance aux fausses larmes. J'ai fermé le carnet et pris une profonde inspiration. Je n'étais pas faible. J'avais survécu à la perte, à la solitude et aux difficultés. Et je survivrais à cela aussi. David avait peut-être été dupé, mais pas moi. Et si Clara pensait que je resterais assise tranquillement pendant qu'elle jouait à la perfection, elle avait choisi la mauvaise femme à sous-estimer. J'ai passé le reste de cet après-midi dans ma petite cuisine, la lumière du soleil traversant les rideaux en longues lignes dorées sur le sol.
Le thé au jasmin sur la table avait refroidi, mais je suis restée assise, fixant mon vieux téléphone, me demandant « Pourrais-je me tromper ?» Peut-être que la banque a fait une erreur. Peut-être que Clara a envoyé l'argent par la poste. Ou peut-être que, dans un rare moment de confusion, j'avais simplement oublié. Non, je connaissais chaque détail, chaque petit cadeau que j'avais jamais reçu. Il n'y avait eu aucune lettre, aucune enveloppe, aucun argent de David. Ce soir-là, j'ai sorti mon vieux grand livre de comptes, celui que je tenais depuis mes années, comme trésorière du comité des femmes de l'Église. J'ai feuilleté les pages, chaque ligne précise. 12 € pour des médicaments pour la tension, 24 pour les charges, 10 pour les dîners communautaires à Sainte-Marie. Chaque dépense enregistrée proprement. Aucune mention d'un virement de David Dubois. Rien. Le lendemain matin, je suis allée au Crédit populaire de Provence où je gardais encore un petit compte d'épargne. Je me suis assise en face d'une jeune guichetière nommée Manon et je lui ai tendu mon livret. « S'il vous plaît, vérifiez s'il y a eu des virements de la part de David Dubois. Il dit qu'il m'envoie 5 000 € chaque mois depuis 8 mois. » Manon a semblé surprise, a tapé quelques lignes, puis a secoué doucement la tête. « Je suis désolée, Madame Dubois. Il n'y a rien. La seule activité a été un paiement d'intérêt de 1,35 € en février. » J'ai hoché la tête, les remercié et me suis levée. Dehors, le vent matinal de Provence a balayé mes cheveux gris. Je suis restée sur le trottoir, sentant comme si une pierre était tombée directement à travers ma poitrine. Pas de virement, pas d'enveloppe, pas de lettre, rien. Pendant 8 mois, j'avais découpé des bons de réduction dans le journal local, acheté de la soupe en conserve au lieu de légumes frais, et remercié silencieusement Dieu chaque fois que l'Église livrait de la nourriture. J'étais habituée à manger seule, à compter la monnaie avant d'aller au magasin. Mais jamais, pas une seule fois, je n'avais imaginé que derrière le silence de mon fils se cachait un mensonge. Je suis rentrée chez moi, j'ai posé mon sac à main, et je suis restée assise, immobile. Le tic-tac de l'horloge murale emplissait la maison, le cadeau de mariage que mon mari m'avait offert il y a 40 ans. Chaque lente avancée de l'aiguille des minutes semblait murmurer « La vérité arrive ». Cet après-midi-là, je suis allée à l'église Sainte-Marie comme d'habitude. Le père Martin, qui me connaissait depuis plus de 20 ans, m'a vue assise tranquillement sur le dernier banc après la messe. Il s'est approché, sa voix bienveillante. « Madame Dubois, tout va bien? Vous avez l'air fatiguée aujourd'hui. » J'ai souri faiblement, cachant mes mains tremblantes. J'essaie juste de comprendre pourquoi les lettres de mon fils ne sont jamais arrivées. Le père Martin a posé une main sur mon épaule. Le Seigneur a une façon de mettre la vérité en lumière. Ne perdez pas la foi. J'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, la foi ne suffisait plus. J'avais besoin d'action. Cette nuit-là, j'ai ouvert un carnet en cuir marron, cadeau de David pour mon 60e anniversaire. Sur la première page, au lieu d'une prière, j'ai écrit « S'ils mentent, je les forcerai à dire la vérité par la loi. » J'ai appuyé fort le stylo sur le papier. Sous la lampe, les mots brillaient comme un vœu. À partir de ce jour, j'ai commencé à tout documenter. Chaque fois que Clara venait, je notais la date, l'heure et ses paroles exactes. Jeudi 14 juin, Clara est passée avec un gâteau, a dit « L'argent a été envoyé. Peut-être que la banque a du retard. » Pas d'enveloppe, pas de preuve. Samedi 12 juillet, a appelé, a dit qu'elle ne pouvait pas venir à cause d'une réunion caritative. J'entendais de la musique de restaurant en arrière-plan. Ligne par ligne, j'ai tout consigné. Pas de colère, pas de haine, juste la précision de quelqu'un qui a passé sa vie à équilibrer des chiffres, sachant qu'ils ne mentent jamais.
Les semaines qui ont suivi, Clara a continué ses visites. Toujours impeccable. Robe de créateur, sac à main coûteux, talons étincelants. Chaque fois, elle apportait un petit cadeau, des fleurs, des biscuits, parfois des bougies parfumées, mais jamais une enveloppe. Un après-midi d'août, alors que j'arrosais le jardin, sa Mercedes blanche s'est garée dans l'allée. Clara en est sortie, radieuse comme toujours, tenant un bouquet de lavande. « Je vous ai apporté des fleurs pour vous aider à vous détendre ?» dit-elle doucement. « Le stress n'est pas bon pour la mémoire. » J'ai posé l'arrosoir et essuyé mes mains sur mon tablier. « Ma mémoire va très bien, Clara. Assez bien pour me souvenir que la dernière fois que tu m'as apporté de l'argent, c'était jamais. » Son visage s'est contracté, mais elle s'est rapidement reprise avec un grand sourire. « Oh mère, vous devez vous tromper, je l'ai envoyé. Votre banque doit être en faute. » J'ai souri et commencé à arranger les fleurs. « Peut-être, mais j'ai déjà demandé à la banque. Ils ont dit que rien n'était arrivé depuis 8 mois. » Silence. Même les moineaux sur la clôture ont cessé de gazouiller. Clara a tripoté son collier. « Je vais vérifier, » dit-elle rapidement, puis elle s'est dépêchée de retourner à sa voiture, laissant derrière elle l'odeur de parfum coûteux. Je suis restée là, regardant la voiture disparaître, un mélange d'amertume et de clarté remplissant ma poitrine. Elle avait menti, et maintenant, elle savait que je savais. Ce soir-là, j'ai écrit « Clara, 22 août. » A menti, nerveuse, partie tôt. Chaque ligne était comme un marteau frappant la blessure en moi. Je n'étais plus la mère fragile priant en silence. J'étais Marguerite Dubois, la femme qui avait survécu à la perte, à la dette et aux promesses vides. Et je survivrai une fois de plus pour réclamer la vérité. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai contacté la banque de David, prétendant me renseigner sur les transferts de cadeaux familiaux. Il ne pouvait pas partager d'informations privées, mais un employé aimable a laissé entendre. Si des fonds ont été transférés, ils devraient atterrir sur un compte à votre nom. Si vous ne les avez jamais reçus, quelqu'un a peut-être utilisé un autre compte à votre nom. Ces mots m'ont glacée. Un autre compte portant mon nom, mais pas le mien. J'ai fermé mon carnet et expiré profondément. Je savais à quoi j'avais affaire. Clara était intelligente, charmante, manipulatrice, même capable de plier son mari à sa volonté. Mais j'avais été comptable pour 3 entreprises. J'avais géré des milliers d'euros sans perdre un centime. Si quelqu'un osait falsifier mon nom, je le trouverais. Cette nuit-là, j'ai relu chaque note que j'avais écrite. La lumière de la lampe éclairait mon écriture tremblante, mais ferme. Entre les lignes, je pouvais presque voir le visage de mon mari. Il disait « Marguerite, si quelqu'un te sous-estime, ne crie pas. Laisse-le entendre le son de la vérité à la place. » J'ai fermé le carnet, ressentant un calme étrange. Le lendemain matin, je suis retournée à l'église, portant une petite enveloppe remplie de copies de mes notes. Je l'ai donnée au père Martin et j'ai dit doucement « Mon père, si un jour je ne peux pas venir à la messe, gardez ceci en sécurité pour moi. » Il a semblé inquiet. « Marguerite, que faites-vous » J'ai souri doucement mais fermement. « Je me prépare juste à ce que la vérité soit entendue. » En rentrant chez moi, mon cœur était plus léger, comme si un poids invisible avait été soulevé. Je savais que le chemin à parcourir serait long. Il y aurait des larmes, de la douleur et de la trahison. Mais je n'avais plus peur. Je récupérerais chaque euro qu'il m'avait pris, mais plus que cela, je réclamerais le respect qu'il pensait que j'avais perdu avec l'âge. Alors que le soleil se couchait derrière les vieux chênes, je me suis assise sur mon porche, contemplant l'horizon rougeoyant. Dans cette lumière dorée, j'ai murmuré « Clara,
Tu as choisi la mauvaise femme à duper, et cette vieille mère a encore quelques leçons à t'apprendre. J'ai souri faiblement, j'ai fermé mon carnet et j'ai écrit une dernière ligne en bas de la page. Le premier pas vers la justice est la mémoire. Et dans le crépuscule provençal, je savais que mon combat ne faisait que commencer. Ce matin-là, l'air de la Provence était plus chaud que d'habitude. Le vent portait l'odeur de l'herbe sèche et du jasmin de la vigne que j'avais planté derrière le porche. Je taillais mes buissons de lavande quand j'ai entendu le son grave et doux d'un moteur coûteux qui approchait. Le crissement des pneus sur l'allée de gravier a légèrement serré mon cœur. Une Mercedes argentée flambant neuve s'est arrêtée au portail, sa peinture polie brillant si fort que j'ai dû plisser les yeux. La portière s'est ouverte et Clara en est sortie, magnifique, comme si elle sortait tout droit d'un magazine de mode. Elle portait une robe en lin crème, des lunettes de soleil surdimensionnées et des talons miroirs brillants. Dans sa main droite, elle tenait un grand panier cadeau emballé d'un ruban doré. Elle a souri, sa voix douce comme du miel, superposée à de l'acier. « Mère, je vous ai apporté un petit quelque chose. David a été en réunion toute la matinée. Alors je suis venue à sa place. » J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je l'ai regardé monter les marches du porche. « C'est très attentionné. Vous devez être très occupés tous les deux. » ai-je dit doucement, sans sourire. Le regard de Clara a erré sur le jardin alors qu'elle expirait. « Oh mon Dieu, votre jardin est toujours aussi beau. Je ne sais pas comment vous faites pour tout gérer seul. » « Avec ses mains et un peu de patience, » ai-je répondu, rangeant mes cisailles dans le terreau. Un instant plus tard, elle a posé le panier sur la table du patio. Des biscuits fantaisie, un pot de marmelade d'orange et une petite bouteille de vin, le tout soigneusement emballé, mais sans aucune chaleur réelle. Je connaissais ce genre de cadeau. Cher, joli et vide. Je me suis assise sur la chaise en bois, j'ai versé 2 verres de thé glacé et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Clara, laissez-moi vous demander quelque chose. Où est l'argent de ce mois-ci? Les 5 000 € que vous avez dit que vous apporteriez? » Pendant une fraction de seconde, son sourire s'est figé, à peine perceptible, comme un nuage qui passe. Puis elle a ri, un son sec et creux, comme du verre qui tape contre du verre. « Oh, mère, j'ai dû le laisser dans la voiture. » Sa voix était légèrement plus aiguë, alors qu'elle tripotait le verre de thé sans le boire. J'ai jeté un coup d'œil vers l'allée où la Mercedes brillait sous le soleil. Le reflet sur le capot mettait en valeur chaque courbe lisse de la voiture. Un véhicule flambant neuf avec des plaques temporaires, clairement un achat récent. J'ai souri lentement. « Belle voiture, Clara. Elle a dû coûter assez cher. » Elle a haussé les épaules, son rire cassant. « Oh, pas vraiment, mère. J'ai juste changé pour plus de commodité. Mon travail en boutique exige une image professionnelle. » « Bien sûr, » ai-je dit calmement. Une nouvelle voiture pour le travail et de vieilles enveloppes qui sont toujours laissées dans la voiture. Comme c'est étrange. Son visage s'est raidi pendant une demi-seconde avant qu'elle ne force un autre sourire. « Oh, mère, vous ne me faites plus confiance. La prochaine fois, j'apporterai le reçu de la banque. » « Très bien. » Je n'ai pas répondu. Nous sommes restés assises en silence, le ventilateur du porche vrombissant doucement au-dessus de nous. Le chant des cigales dans la cour remplissait le silence comme un bourdonnement agité. Clara s'est levée la première, faisant semblant de vérifier sa montre. « Je dois y aller. J'ai une réunion avec un client, mais ne vous inquiétez pas. Je rappellerai à David de renvoyer l'argent par la banque. Je suis désolée pour tout petit malentendu. » J'ai hoché la tête. « Très bien, allez-y. Oh, et n'oubliez pas l'enveloppe dans votre voiture cette fois. » Elle a marqué une pause d'1 seconde, souriant finement, un mélange d'agacement et de prudence. « Vous êtes
Très perspicace, mère, dit-elle, puis elle s'est retournée pour partir. Je l'ai regardée s'éloigner, le son de ses talons frappant les marches en bois, régulier et froid, comme une horloge qui égrène le temps. La portière de la voiture a claqué, le moteur a démarré, et la Mercedes a disparu sur la route, laissant derrière elle une traînée de lumière aveuglante. Quand le son de la voiture s'est estompé, je me suis rassise, les doigts entrelacés, un poids lourd pesant sur ma poitrine. Je n'avais plus de doute. J'étais sûre. Je me suis levée et je suis rentrée dans la maison. Chaque pas sur le parquet résonnait comme un battement de cœur dans mon esprit. J'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti mon carnet en cuir marron et j'ai écrit « 10 septembre ». Clara est venue seule, a apporté un panier cadeau, a prétendu avoir laissé l'argent dans la voiture. Nouvelle Mercedes, pas de preuves, voix instable, à éviter le contact visuel. J'ai posé le stylo et j'ai pris une profonde inspiration. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma résolution était inébranlable. Cet après-midi-là, je suis allée à la poste au bout de la rue où le téléphone public fonctionnait encore. Je ne voulais pas appeler de chez moi, pas quand je soupçonnais Clara de pouvoir m'observer. J'ai composé le numéro de l'entreprise de David et j'ai parlé poliment, mon ton calme. « Bonjour, c'est Marguerite Dubois, la mère de David Dubois. J'aimerais parler à quelqu'un de la comptabilité. C'est une affaire personnelle. » Après une courte attente, une femme d'âge moyen a répondu. « Ici, Sandra Miller, chef comptable. Madame Dubois, comment puis-je vous aider ?» J'ai serré fermement le combiné, gardant ma voix calme. « Merci, Sandra. J'ai juste besoin de confirmer une petite chose. Mon fils a dit que son entreprise déduisait 5 000 € chaque mois de son compte personnel pour me les envoyer. J'aimerais savoir si c'est exact. » Il y a eu une courte pause. Puis Sandra a parlé, son ton hésitant. « Madame Dubois, je ne peux pas divulguer de détails financiers personnels, mais laissez-moi vérifier. Oui, je me souviens avoir vu des virements automatisés le même jour chaque mois pour ce montant exact. Il semble bien que l'argent ait été envoyé, mais je ne suis pas sûre à qui. »« À qui ?» ai-je répété. « Il ne m'a pas été envoyé ?»« Je ne suis pas certaine, Madame Dubois. Le nom du bénéficiaire correspond au vôtre, mais le numéro de compte est différent. J'ai supposé que c'était le vôtre. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Je me suis forcée à parler d'une voix égale. « Merci, Sandra. C'est tout ce dont j'avais besoin pour le moment. » J'ai raccroché et je suis restée immobile dans la cabine téléphonique. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était clair comme du cristal. Voilà, la vérité. Quelqu'un avait créé un faux compte à mon nom, et une seule personne était assez proche pour réussir un tel coup. Clara. Sur le chemin du retour, mon ombre s'étirait longuement sur la route. Le vent portait l'odeur de l'herbe brûlée et de la terre sèche. Une odeur qui me rappelait les étés pauvres de Provence il y a longtemps, quand mon père disait « Si tu veux savoir qui est honnête, regarde ses mains. » Les mains honnêtes portent toujours les marques du travail. J'ai pensé aux mains de Clara. De longs doigts manucurés, des bagues en diamant tenant des sacs à main de créateurs. Pas une seule callosité, pas une trace de vrai labeur. Cette nuit-là, j'ai sauté le dîner. J'ai préparé une tasse de thé à la menthe et je me suis assise à la table de la cuisine sous la chaude lumière jaune. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre les dernières cigales dehors s'éteindre dans la nuit. J'ai ouvert une nouvelle page et j'ai écrit « 10 septembre. Clara est venue, élégante et feignant de s'inquiéter. Nouvelle voiture, même mensonge. Appelé l'entreprise de David, confirmé. L'argent est toujours transféré, mais pas sur mon compte. Demain, la vérité commence à faire surface. » J'ai posé le stylo et j'ai fermé le carnet.
La petite lampe reflétait mon ombre sur la vitre de la fenêtre. Une femme aux cheveux d'argent, petite de stature, mais avec des yeux qui brûlaient encore d'un feu vif. Je savais qu'à partir de demain, je ne serai plus seulement une mère qui attend. Je serai une chercheuse de justice. J'ai éteint la lumière et je suis sortie sur le porche. La brise nocturne portait l'odeur du jasmin et du bois humide. Dans un coin du jardin, le clair de lune tombait sur le vieux banc en bois, où mon mari et moi avions l'habitude de nous asseoir et de parler. J'ai touché son accoudoir usé et j'ai murmuré « François, si tu étais encore là, tu me dirais de faire ce qui est juste, n'est-ce pas ?» La seule réponse fut le murmure du vent sous les avantoirs. Mais j'ai compris. C'était une réponse. Je suis rentrée, j'ai verrouillé la porte et je me suis tenue silencieusement devant le miroir. La femme qui me regardait n'était ni fatiguée ni vaincue. C'était Marguerite Dubois, une mère qui ne laisserait plus jamais personne lui prendre sa dignité. Et je savais que lorsque le matin viendrait, le jeu de Clara commencerait à s'effondrer, pièce par pièce. Le lendemain matin, alors que je coupais des tiges de lavande pour les faire sécher, un coup sec et ferme a résonné à la porte. Pas le léger tapotement d'un facteur ou d'un voisin. C'était régulier, délibéré. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je suis allée ouvrir. Sur le porche se tenait un homme grand, d'âge moyen, aux cheveux grisonnants, vêtu proprement d'un costume anthracite qui semblait un peu usé par le voyage. Il a souri poliment et a fait un petit signe de tête. « Madame Marguerite Dubois. Je suis Benoît, chef comptable de l'entreprise de votre fils, Dubois, et associé. » J'ai plissé légèrement les yeux. « Vous êtes Benoît ? Je ne connais que Sandra, la comptable à qui j'ai parlé au téléphone. » Il a hoché la tête. « Oui, Sandra était mon adjointe. Elle m'a parlé de votre appel d'hier et j'ai pensé que vous devriez peut-être savoir certaines choses. » Sa voix était calme, mais sérieuse, teintée de regret. Je l'ai invité à entrer et j'ai versé un verre d'eau. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, attrapant les rides sur son visage, le regard d'un homme qui en avait vu plus qu'il ne l'aurait souhaité. Il a posé sa mallette en cuir sur la table et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un épais dossier, soigneusement agrafé et organisé. J'ai vu du texte imprimé net, des rangées de chiffres, le langage familier de la comptabilité, mon monde pendant 30 ans avant ma retraite. Il a glissé le dossier vers moi et a parlé lentement. Ce sont les copies de 8 virements, chacun de 5 000 €, soit 40 000 au total. Bénéficiaire, un compte au nom de Clara Dubois. C'était comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée dessus. Mes mains tremblaient en parcourant chaque page. Les documents étaient clairs. Expéditeur, David Dubois. Bénéficiaire, Clara Dubois. Vérifié par la banque. Même date chaque mois. Régulier comme une horloge depuis 8 mois. J'ai levé les yeux, ma voix rauque. « Monsieur Benoît, qui a ouvert ce compte ?» Il a soupiré, a enlevé ses lunettes et les a essuyées avec un chiffon. « Votre belle-fille, Madame Dubois. » Chaque document pour le sous-compte porte sa signature et une autorisation signée de David. Je me suis figée. Autorisation ? Vous voulez dire que David lui a donné la permission d'utiliser mon nom ? Il a hoché la tête. Très probablement, il n'a pas lu attentivement les formulaires. Elle a présenté une copie de votre carte d'identité, que je soupçonne d'être une contrefaçon, très sophistiquée. Le système l'a automatiquement enregistrée comme votre compte, même si le bénéficiaire était elle. J'ai pressé une main sur mon front, la pièce tournant légèrement. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était de l'humiliation. Pendant 8 mois, Clara avait utilisé mon nom, le nom d'une mère, pour siphonner l'argent de mon propre fils.
J'ai demandé tranquillement. Et David? Il ne sait pas? Benoît a hésité avant de répondre. Honnêtement, je ne pense pas. David est un homme travailleur, mais il fait trop facilement confiance aux gens. Il laisse Clara s'occuper de la plupart des formalités administratives. Il a fait une pause et m'a regardé. Elle a également utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Je l'ai dévisagée. La carte de l'entreprise? Oui, la carte de crédit d'entreprise de Dubois et Associés. Censée être pour les divertissements des clients et les frais professionnels. Mais nous avons récemment trouvé des frais irréguliers, visites au spa, bijoux, vêtements, même des vols en première classe pour Paris. Plus de 30 000 € en seulement 3 mois. Je suis restée assise en silence. Les mots spa, bijoux, vol résonnaient dans ma tête comme un marteau frappant du métal. Je me suis tournée pour regarder par la fenêtre. Le soleil du matin brillait sur le banc en bois, où Clara et moi nous étions assises un jour en buvant du thé pendant qu'elle parlait de son travail. Je me souvenais de sa voix ce jour-là. « Mère, David est si occupé. Je m'occupe de tout pour lui. » Maintenant, je savais que tout signifiait chaque euro. Je me suis retournée vers Benoît, ma voix rauque mais ferme. « Monsieur Benoît, si je veux exposer cela, m'aiderez-vous » Il a croisé mon regard, ses yeux gris-bleu fixes. « Madame Dubois, je crois en la justice, mais je crois aussi en la preuve. Nous devons nous préparer soigneusement, sinon elle retournera la situation et montera David contre vous. Clara n'est pas une adversaire facile. » J'ai hoché la tête. « Je sais, je l'ai déjà vu faire, souriant tout en mentant. » Benoît a eu un léger sourire sombre. « Je vais vous aider, mais donnez-moi le temps de tout rassembler. Je dois récupérer tous les historiques de transactions, les documents connexes, et obtenir une confirmation écrite de la banque que le compte n'est pas le vôtre. Cela prendra quelques jours, mais je vous promets que nous aurons la vérité. » Je l'ai regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais vu chez personne depuis longtemps. L'intégrité. « Merci, monsieur Benoît, » ai-je dit doucement. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Il a fermé le dossier et s'est levé. « Je ne fais que ce qui est juste, madame Dubois. Et je suis désolée de le dire, mais des cas comme le vôtre arrivent plus souvent que vous ne le pensez. Beaucoup de gens sont trahis par leurs plus proches. » J'ai hoché la tête, mes yeux se posant sur une photo de famille encadrée sur le mur. David a 10 ans, souriant à côté de son père. Je me souvenais clairement de ce jour. Il avait plu légèrement, et mon mari avait dit « Apprends-lui à faire la différence entre les hommes bons et les beaux parleurs, Marguerite. Il porte souvent le même sourire. » Benoît est parti ensuite, me laissant seule avec la pile de papier sur la table. La porte s'est refermée et la maison est redevenue silencieuse. J'ai fixé le dossier épais, chaque ligne de virement épelée, chacune étant une preuve de trahison. J'ai soigneusement tout placé dans une petite boîte en métal et je l'ai glissé sous le meuble. Quand j'ai tourné la clé, j'ai eu l'impression de verrouiller une autre porte, la dernière porte de ma confiance. Alors que l'après-midi s'estompait, la lumière du soleil s'est répandue sur le porche et a illuminé mes cheveux gris. J'ai préparé une tasse de thé noir, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé le jardin où la lavande se balançait doucement dans le vent. Tout semblait paisible, mais en moi, un feu silencieux brûlait. J'ai sorti mon carnet, je l'ai ouvert à une nouvelle page et j'ai écrit lentement mais fermement. 11 septembre. Monsieur Benoît est venu, a apporté les relevés de 8 virements de 5 000 € chaque mois sur un compte au nom de Clara Dubois. Clara utilise également la carte de l'entreprise pour des dépenses personnelles. David a été trompé. Pas seulement mon argent, mais le sien aussi. J'ai un allié. Le combat commence.
J'ai posé le stylo et j'ai regardé par la fenêtre. Dehors, le ciel brûlait de rouge, comme une traînée de feu traversant les nuages. D'une voix basse et ferme, j'ai dit « Clara, tu as oublié que j'ai travaillé comme comptable pendant 40 ans. Je sais lire les mensonges et les chiffres, et cette fois, les chiffres parleront pour moi. » J'ai fermé le carnet, me sentant plus légère. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus seule. Il y avait quelqu'un, un témoin, prêt à se tenir à mes côtés. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que d'habitude. Les grillons dans la cour sonnaient comme un décompte régulier d'espoir. Dans mon rêve, j'ai vu Benoît debout dans une lumière blanche, tenant le dossier, tandis que Clara reculait, son visage secoué alors que chaque secret était révélé. Et quand je me suis réveillée, j'ai su que je n'étais plus une victime. J'étais celle qui mettait la vérité en mouvement. 3 jours plus tard, avec chaque fait aligné dans ma tête, aussi proprement que des rangées sur un bilan, j'ai décidé d'agir. J'ai appelé David. La voix de mon fils était chaude et familière, mais j'ai entendu une pointe d'épuisement. « Maman, je suis désolée. J'ai été submergée ces derniers temps. Clara dit qu'elle te rend visite régulièrement, n'est-ce pas ?» J'ai souri et gardé mon ton léger. « Elle vient, mon fils. Clara est très attentionnée. Je pense vous inviter tous les deux à dîner ce dimanche. Cela fait un moment que nous n'avons pas eu un vrai repas ensemble. » David a accepté avec joie, ne remarquant jamais le fil fin caché dans cette invitation. J'ai passé tout le dimanche matin à préparer, non pas parce que je voulais un dîner parfait, mais parce que je voulais qu'il semble complètement ordinaire. Poulet rôti au miel, purée de pommes de terre, salade de noix et de pommes, et tarte aux pommes, les plats préférés de l'enfance de David. J'ai poli la vieille argenterie de mon défunt mari, et j'ai dressé la table avec une douce lumière de bougie. Tout était arrangé avec soin, chaleureux, sincère, et juste assez pour qu'une menteuse baisse sa garde. Quand l'horloge a sonné 6 heures, j'ai entendu un moteur familier au portail. Une Mercedes argentée étincelante s'est glissée dans l'allée. Clara est sortie la première, impeccable comme toujours, des ondulations douces dans ses cheveux, une robe en soie jade et un léger sillage de Dior. David a suivi avec un bouquet de lis blancs. « Maman, tu es superbe !» David a souri, posant les fleurs sur la table. « Mon fils, je suis meilleure que jamais, grâce à Dieu. Et à vous deux. » Clara a souri, ses lèvres retroussées de cette manière suffisante, habituelle. Je reconnaissais ce regard, le regard de quelqu'un convaincu de tenir toutes les ficelles. J'ai servi du vin et du thé, j'ai parlé du temps, de la lavande et des nouveaux voisins au bout de la rue. Tout s'est déroulé comme si aucune ombre de doute n'avait jamais traversé cette maison. J'ai laissé la pièce se réchauffer, je l'ai laissé se détendre. Lorsque le plat principal a été servi, j'ai levé les yeux et j'ai souri. J'apprécie vraiment ce que vous faites tous les deux, surtout pour les 5 000 € de ce mois-ci. Clara a marqué une pause d'une fraction de seconde, puis a affiché un grand sourire et a siroté son vin. « Oh, mère, s'il vous plaît, ne soyez pas si formelle, je ne fais que mon devoir. » J'ai hoché la tête, feignant la timidité. Je suis ravie. Je viens d'acheter un nouveau radiateur. Il commence à faire frais en Provence, et grâce à cet argent, je me sens beaucoup plus à l'aise. Le sourire de Clara s'est élargi, suffisant et satisfait. Elle a penché la tête vers David, comme pour dire « Tu vois, tout va bien. » Je l'ai observé lentement, puis j'ai demandé d'un air détaché, comme si de rien n'était. « Oh, Clara, je suis juste curieuse. Quel jour l'envoies-tu habituellement ?» Elle ne s'est pas méfiée. Elle a répondu instantanément, comme un réflexe. « Le 10 de chaque mois, mère. » J'ai hoché légèrement la tête, mais avant que je puisse en dire plus, David a parlé, un peu perplexe. « Attends,
Pas le 10, chérie. J'ai programmé le virement automatique pour le 15. La pièce est devenue silencieuse. Entendez-vous ce silence, le moment où une menteuse tombe droit dans son propre piège? Si c'était vous, face à quelqu'un qui vous a trompé de cette manière, resteriez-vous silencieux comme moi, ou le dénonceriez-vous sur le champ? Dites-le moi dans les commentaires. Je pense que la plupart d'entre nous ont vécu un dîner brisé comme celui-ci au moins une fois. Le léger tintement d'un couteau sur une assiette a semblé brutal. Ils se sont regardés. Clara a forcé un sourire et a cligné des yeux plusieurs fois. David a froncé les sourcils, penchant la tête. « Vraiment ?» dit-elle avec un rire forcé. « Je pensais que tu avais dit le 10. » David a froncé les sourcils plus profondément. « Non, je suis sûre que c'est le 15. J'ai choisi ce jour parce que c'est le jour de la paix. » La pièce a sombré dans une immobilité froide. J'ai souri doucement et j'ai posé ma fourchette. « Oh, merveilleux! J'irai à la banque le 15 pour vérifier, juste pour m'assurer que le système n'a pas de problème. » Clara a eu un rire cassant, essayant de cacher son malaise. « Oh, mère, vous êtes si prudente. Ne vous inquiétez pas, je l'ai envoyé régulièrement. » David a hoché la tête, mais son regard avait changé. Il s'est tourné vers sa femme, sur le point de dire quelque chose, mais elle a rapidement changé de sujet pour parler du travail et du temps. Je suis restée assise en silence, les observant tous les deux. En moi, il y avait un calme pur et parfait. Le calme de quelqu'un qui sait qu'elle a tendu le piège parfait. Après le dîner, j'ai apporté le dessert. Une tarte aux pommes croustillante, la cannelle flottant dans la pièce. David l'a louée. Clara a à peine mangé, jetant des coups d'œil à sa montre comme si elle était pressée de partir. Je savais qu'elle avait du mal à respirer dans une pièce qu'elle pensait contrôler. À la porte, j'ai dit doucement « Merci à vous deux d'être venus. Je n'ai pas ri autant depuis longtemps. N'oubliez pas, je vérifierai le compte le 15, juste pour être sûre que le système de la banque ne déraille pas. » Clara a forcé un sourire. « Oui, mère. Je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème. » David m'a embrassée sur la joue, ses yeux doux comme toujours. Mais j'ai vu autre chose là, une fine nouvelle ligne de doute. Quand la Mercedes s'est éloignée, je suis restée sur le seuil, regardant les feux arrière s'estomper. Le vent nocturne a traversé la cour, faisant vibrer la porte en bois. Je suis rentrée et j'ai fermé doucement. Ce que je ressentais n'était pas le triomphe, c'était la libération. Je suis allée directement au petit bureau à côté de la cuisine et j'ai allumé l'ordinateur. La lueur de l'écran a éclairé la photo de mon mari. Son sourire bienveillant m'a semblé être une douce poussée en avant. J'ai ouvert ma messagerie et j'ai écrit aux 2 seules personnes en qui j'avais confiance maintenant. Benoît, le comptable honnête, et Amélie Roy, mon ancienne amie d'université qui se spécialise maintenant dans la fraude financière. J'ai tapé lentement, le cœur battant régulièrement, les yeux clairs. Sujet. Il est temps de commencer. Benoît, Amélie, tout est prêt. Je viens de confirmer que Clara a menti sur la date du virement. Ils pensent que je les crois, mais ils se sont contredits juste devant moi. Je veux que nous passions à l'action. Veuillez commencer à vérifier toutes les transactions et à préparer le dossier comparatif. D'ici le 15, je veux que chaque preuve soit alignée. Il est temps qu'elle s'autodétruise. Marguerite. J'ai relu la dernière ligne et j'ai souri faiblement. Il y avait quelque chose dans « s'autodétruire » qui me faisait me sentir plus légère, non pas par vengeance, mais parce que la justice viendrait des propres mains de la menteuse. J'ai cliqué sur « Envoyer » et je me suis penchée en arrière. Dehors, la brise nocturne agitait les rideaux avec l'odeur du jasmin et de la terre humide.
J'ai fermé les yeux et j'ai écouté l'horloge, égrenant le temps jusqu'au 15, le jour où la vérité commencerait à se fissurer. 2 jours plus tard, Benoît a répondu. L'email était court, comme lui. J'ai obtenu la confirmation de la banque. Le compte à votre nom a été ouvert par Clara avec des documents falsifiés. Ils communiqueront les données une fois que nous aurons une assignation. Amélie s'en chargera. Tout va dans la bonne direction. B. Je l'ai lu, sentant ma poitrine se serrer, puis se desserrer, comme en entendant une vieille grille en fer s'ouvrir en grinçant. Je ne suis pas cruelle. Je veux juste que la vérité soit dite pour que mon fils puisse se réveiller. Je veux que David comprenne que la confiance n'est pas un chèque en blanc que l'on peut vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon carnet et j'ai ajouté une ligne de plus, comme un petit rituel. 13 septembre. Le dîner s'est parfaitement déroulé. Clara s'est exposée. David a commencé à douter. Le 15, vérification à la banque. La justice arrive, douce comme une brise. J'ai fermé le carnet et j'ai soufflé la bougie. Dans le noir, le clair de lune filtrait par la fenêtre sur mon visage. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme aux cheveux d'argent, menue mais aux yeux brillants. Et j'ai murmuré lentement à moi-même, ou peut-être à mon mari, parti depuis longtemps. François, tu vois, elle se croit intelligente, mais sa propre bouche a resserré le nœud coulant. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rester silencieuse et d'attendre le 15. J'ai souri un petit sourire, assez chaud pour remplir la pièce. Le piège était tendu et la proie y marchait droit. Le lendemain matin, le ciel de Provence était d'une clarté surprenante. J'étais assise près de la fenêtre avec une tasse de thé au jasmin chaud, étrangement calme. C'était le jour où Benoît avait promis de tout envoyer. Dans quelques heures, chaque mensonge aurait une forme, de l'encre noire sur du papier blanc. Vers 8 heures, le téléphone a sonné. C'était Benoît. « Madame Dubois ?» Sa voix était calme et basse. « C'est fait. Je viens de vous envoyer les relevés complets avec les factures correspondantes. Amélie les a examinés. Elle dit qu'avec votre signature, nous pouvons ouvrir une procédure judiciaire. » Je l'ai remercié doucement, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Je n'avais jamais imaginé qu'à mon âge, j'aurais besoin d'un comptable et d'une avocate juste pour protéger l'argent que mon fils me destinait. 15 minutes plus tard, le facteur a frappé. Une grande enveloppe Kraft scellée, estampillée, confidentielle, dossier financier Dubois. Je l'ai posée sur la table et l'ai fixée un long moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'imprimés nets, 8 virements de 5 000 € chacun, soit 40 000 au total. Expéditeur, David Dubois. Bénéficiaire, Clara Dubois. Des lignes droites et grasses sur du papier bancaire officiel. Je les ai lus 2 fois et je ressentais toujours de l'incrédulité, comme si les chiffres se moquaient de ma foi. En bas, une note à l'encre bleue de Benoît. Madame Clara Dubois a utilisé ce compte comme un compte personnel. En plus des 8 virements, il y a d'autres frais via la carte secondaire. Spa, shopping, voyage et un nouveau contrat de location de voiture. Dépenses totales sur 8 mois, 47 800 €. Je suis restée immobile. La lumière du matin filtrait à travers les stores et déposait un or pâle sur les pages. La couleur de la vérité. Je suis passée à la page suivante. Un reçu de spa à Nice pour 1 200 €. Un voyage à Cancun pour 2 personnes, 3 600 €. Un achat de nouvelles Mercedes avec un acompte de 15 000 €. Chaque reçu était un petit couteau. Je me souvenais d'elle entrant dans ma maison, parfumée et soignée, tenant des cadeaux, souriant doucement, disant « Mère, je veux juste que vous sachiez que je m'occupe de vous comme de ma propre mère. » Maintenant, je comprenais que « s'occuper » signifiait vider chaque euro sous mon nom. Je suis restée assise un long moment. J'ai respiré profondément,
Puis j'ai attrapé mon carnet en cuir marron, celui que j'appelle mon journal de justice. Sous la date, j'ai écrit soigneusement, un mot clair à la fois, 17 septembre. Reçu les dossiers de Benoît. 8 virements de 5 000 €, tous entre les mains de Clara. Spa, voyage, nouvelle voiture, 47 800 €, le prix de la confiance. Ma main tremblait, non pas de peur, mais parce que j'étais sur le point de réclamer la dignité qui m'avait été volée. Cet après-midi-là, Amélie Roy a appelé. Sa voix était ferme et précise, le ton de quelqu'un aguerri par les salles d'audience difficiles. « Marguerite, j'ai tout examiné ce que Benoît a envoyé. C'est du solide? C'est un cas d'école d'exploitation financière d'une personne âgée? Nous pouvons aller au pénal ou au civil, à toi de décider. » J'ai fait une pause, puis j'ai répondu tranquillement. « Pas encore. Je ne veux pas que le tribunal le voie avant David. Il doit en être témoin de ses propres yeux. Ce n'est qu'alors que la justice aura un sens. » Amélie est restée silencieuse un moment, puis a dit lentement « Tu as raison. Rien ne fait plus mal qu'un fils réalisant que sa femme a exploité la confiance de sa mère. » J'ai hoché la tête. C'est pourquoi j'aimerais que le père Martin m'aide. Organiser une petite soirée caritative, un prétexte pour qu'il vienne. Amélie a eu un petit rire entendu. Une soirée mise en scène pour révéler la vérité. Malin, Marguerite. Je vais demander à Benoît de condenser le dossier. Donner à David un résumé bref qu'il ne pourra pas ignorer. Vers le crépuscule, je me suis rendue à Sainte-Marie. La lumière, rouge du soir, baignait les vieilles marches en pierre. Le père Martin alignait des chaises en bois dans la salle. Après que je lui ai expliqué le plan, il a réfléchi un moment, puis a souri gentiment. Parfois, le Seigneur n'a pas besoin du tonnerre pour révéler le péché, Marguerite. Il n'a besoin que de la petite lumière de la vérité. Je lui ai serré la main en signe de remerciement. Je veux juste que David voie cette lumière, non pas pour la vengeance, mais pour qu'il cesse d'être aveugle. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à l'épicerie du coin pour quelques provisions pour la soirée que je préparais. Dehors, tout semblait paisible, sans aucun indice que dans quelques jours, tout le monde de Clara s'effondrerait. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai rouvert le dossier de Benoît. J'ai tout étalé sur la table de la salle à manger, chaque relevé, chaque reçu, chaque preuve. Avec un stylo rouge, j'ai marqué les gros retraits, puis je les ai glissés dans une épaisse enveloppe beige. Sur le devant, j'ai écrit en lettres grasses et fermes. Document de donation. Fonds d'aide aux personnes âgées. Seul moi savais qu'il n'y avait aucune donation à l'intérieur, juste de la culpabilité et de la tromperie. Je suis restée assise à regarder les papiers pendant un long moment. Mes mains tremblaient, non pas de peur des représailles, mais parce que je sentais mon cœur battre à nouveau fort après des mois d'engourdissement. Pendant si longtemps, j'avais pensé que je n'étais qu'une vieille veuve, vivant simplement, quelqu'un dont il fallait s'occuper. Mais en regardant cette pile de preuves, j'ai réalisé que je n'avais jamais été faible. On m'avait juste convaincue de le croire. Je me suis levée, j'ai versé un verre d'eau et j'ai regardé le jardin. Le ciel nocturne était plein d'étoiles, si calme que je pouvais entendre les grillons entre les rafales de vent. Je me suis souvenue de ce que mon mari disait. Si quelqu'un te fait du mal, ne prie pas pour ses excuses. Laisse-le voir son reflet dans le miroir. J'ai murmuré « Je suis sur le point de faire exactement ça ». Vers 20h, le téléphone a sonné. C'était encore Benoît. « Madame Dubois, je voulais juste vous faire savoir qu'Amélie a tout préparé au cas où vous décideriez de porter plainte, mais je respecte votre calendrier. Attendre le bon moment est sage. Clara s'exposera bien assez tôt. » J'ai souri. « Je sais,
Merci, Benoît. Vous avez fait plus que le travail d'un comptable. Vous m'avez aidé à croire à nouveau en la justice. Après avoir raccroché, j'ai rangé le dossier dans le meuble, juste sous le tiroir qui contenait mes photos de famille. Dessus, j'ai laissé une petite note. Ceci est la preuve non seulement d'une fraude, mais d'une mère qui refuse de rester silencieuse. Puis, j'ai fermé le tiroir et tourné la clé, entendant le léger déclic, un petit son, mais final, comme une promesse tenue. Cette nuit-là, j'ai écrit une courte ligne dans mon carnet, comme un résumé silencieux. Benoît a rassemblé les relevés, les reçus, les billets de voyage et les papiers de la nouvelle voiture. Clara a dépensé plus de 40 000 €, tout provenant du compte de l'allocation maternelle. Amélie a confirmé qu'il y avait suffisamment de preuves pour une affaire d'exploitation financière d'une personne âgée. Mais je ne porterai pas l'affaire devant les tribunaux pour l'instant. Mon fils doit d'abord le voir. Le père Martin aidera à mettre en scène le faux dîner de charité. L'enveloppe sera posée au centre de la table. Mes mains tremblent, non pas de peur, mais parce que je suis sur le point de reconquérir ma dignité. Ce soir, je dormirai en paix. J'ai posé le stylo et j'ai expiré. La lampe de bureau projetait une lueur chaude sur une vieille photo de famille, moi avec David quand il était petit, à l'époque où son sourire était pur, non touché par l'ambition ou par cette femme au visage doux à ses côtés maintenant. J'ai touché doucement le cadre et j'ai murmuré. « Tu m'as dit un jour, maman, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Je vais te le faire rappeler. » J'ai éteint la lumière et j'ai marché lentement vers ma chambre. La brise nocturne s'est glissée à travers les rideaux, portant le léger parfum de lavande du jardin. Je me suis allongée, j'ai tiré la couverture sur moi et je me suis sentie légère, comme si les mois d'humiliation s'étaient enfin levés. Pour la première fois en 8 longs mois, j'ai dormi paisiblement. Non pas parce que Clara n'avait pas encore été punie, mais parce que je savais que la vérité était de mon côté. Je n'avais jamais autant aimé un dimanche soir. La lumière tardive du soleil provençal se déversait sur le petit jardin, dorant les pieds de lavande. Dans la cuisine, la marmite de bœuf bourguignon mijotait doucement, emplissant la maison de l'arôme des herbes. C'était le plat préféré de David depuis son enfance. Je me souviens encore comment, à chaque anniversaire, il le demandait parce que le bœuf bourguignon de maman est meilleur que n'importe quel restaurant. Cette fois, je ne cuisinais pas par amour, mais dans le cadre d'un rituel, un dernier dîner pour que mon fils voie enfin la vérité que j'avais cachée trop longtemps. Sur la table, j'ai disposé une nappe blanche impeccable, des assiettes en porcelaine ancienne et 3 petits verres à vin. Au centre, l'enveloppe beige reposait sagement, comme un invité invisible attendant d'être reconnu. Vers 19 heures, j'ai entendu la voiture dehors. Par la fenêtre, j'ai vu David et Clara arriver. Ils portaient une simple chemise blanche, tandis qu'elle, comme toujours, semblait trop habillée, une robe de soie rose pâle, de nouveaux talons et un collier de perles brillant à son cou. « Maman !» David m'a serré fort dans ses bras. « Cette odeur me... manque, ton bœuf bourguignon. Ça sent la maison. » J'ai souri, posant une main sur son épaule. « Je l'ai fait pour toi, comme au bon vieux temps. » Clara se tenait derrière lui, ce faux sourire poli collé à ses lèvres. « Oh, comme c'est confortable! Vous rendez toujours les dîners si spéciaux, mère. » « Oui, » dis-je doucement. « Ce soir sera très spécial. » Environ 15 minutes plus tard, le père Martin est arrivé, tenant une grande enveloppe blanche. « Désolé d'être en retard, » dit-il. « Voici les papiers de donation que vous m'avez demandé d'apporter. » Je l'ai prise avec un signe de tête de remerciement et lui ai fait signe de se joindre à nous. Clara a penché la tête, sa voix sirupeuse. « Oh, donc c'est vraiment un dîner de charité.
Mère, je pensais que vous plaisantiez. J'ai versé du vin à tout le monde, souriant doucement. Oui, un dîner pour parler de confiance, de dons et d'honnêteté. Ces mots ont fait légèrement raidir Clara, mais elle a rapidement lissé son expression. David continuait de sourire, ignorant la tension qui montait sous la table. Une fois que tout le monde fut assis, j'ai ouvert l'enveloppe que le père Martin avait apportée. Les papiers à l'intérieur étaient soigneusement arrangés, la précision de Benoît dans chaque ligne. J'ai sorti la pile et j'ai étalé la première feuille sur la table. « Mon fils, dis-je lentement, voici la liste de toutes les donations pour mère au cours des 8 derniers mois. Je pense que tu devrais y jeter un œil. » David a froncé les sourcils. « Donation ? Maman, je t'ai envoyé les virements tous les mois. » J'ai glissé le relevé vers lui. L'impression en gras était sans équivoque. Bénéficiaire ? Clara Dubois. Montant ? 5 000 €. Date ? Le 15 de chaque mois. David est devenu silencieux. Ses yeux sont tombés sur la page, s'écarquillant de la confusion au choc. Clara est intervenue, la voix douce, mais aiguë. « Oh, ça doit être une erreur, mère. Vous avez bien reçu l'argent, n'est-ce pas ? Les banques font tout le temps des erreurs avec les noms des bénéficiaires. » J'ai gardé ma voix calme. « Vraiment ? Alors que dire de cette facture de spa à Nice d'environ 1 200 €, débitée sur la carte secondaire à votre nom ? Était-ce aussi une erreur de la banque ?» Son visage s'est raidi, mais elle a forcé un rire. « Oh, mon Dieu ! Peut-être que quelqu'un a utilisé mon nom par accident. » Avant qu'elle ne puisse finir, une voix masculine profonde est venue de l'embrasure de la porte. « Non, Madame Dubois. Personne n'a utilisé votre nom par accident. C'est moi qui ai préparé ces dossiers. » Tout le monde s'est retourné. Benoît se tenait sur le seuil, tenant d'autres pages imprimées. Je lui avais demandé de venir, mais je n'en avais parlé à personne d'autre. Le visage de Clara est devenu pâle. David le regarda, confus. « Qui êtes-vous ? » ?»« Je suis Benoît, » dit-il fermement. « Chef comptable de votre entreprise et celui que votre mère a autorisé à enquêter sur les transferts effectués sous son nom. » L'air s'est figé. Je me suis levée, faisant face à Clara. Benoît peut vérifier chaque montant, chaque signature, chaque transaction. 8 virements, 5 000 chacun. Pas une seule fois ils ne me sont parvenus. David s'est tourné vers sa femme, la voix brisée. « Clara, qu'est-ce que c'est ?» Elle lui a attrapé la main, les larmes montant à ses yeux. « J'ai juste emprunté, c'est tout. J'allais le rembourser. Je ne voulais pas contrarier ta mère. » J'ai soupiré doucement. 8 mois d'emprunt et en falsifiant des documents bancaires au nom de votre belle-mère. Clara a sangloté plus fort, mais ses larmes ne portaient pas de culpabilité, seulement du désespoir. David a retiré sa main, les yeux brûlants. « Qu'as-tu fait à ma mère ?» cria-t-il, la voix tremblante de fureur. « J'ai envoyé cet argent pour qu'elle puisse vivre confortablement. Tu l'as utilisé pour des voitures, des spas, des vacances, et tu m'as menti en face. » Clara a reculé, le visage exsangue. « Tu ne comprends pas. J'ai juste... » « Assez !» David a frappé la table de sa paume. Le verre a vibré brusquement. La pièce est tombée dans le silence. Seule la respiration saccadée de Clara et les battements de mon cœur remplissaient l'air. Le père Martin, qui était resté assis en silence tout ce temps, a joint les mains et a parlé d'un ton bas et régulier. Parfois, Dieu n'a pas besoin de punir les coupables. Il leur laisse simplement voir leur vrai reflet. Je me suis rassise et j'ai regardé Clara, ma voix calme. Tu sais, je n'avais pas besoin de cet argent. Ce dont j'avais besoin, c'était de respect. Et tu l'as pris non seulement à moi, mais aussi à ton mari.
Clara a sangloté, balbutiant. Mère, je suis désolée. Je voulais juste aider David à mieux gérer les choses. Je ne voulais pas... J'ai secoué la tête. Arrête de mentir. Tu n'as pas géré. Tu as volé. Benoît s'est avancé, plaçant le dossier final devant David. Ce sont les originaux, monsieur Dubois. Autorisation falsifiée, relevé bancaire et reçu. Gardez-les. Vous en aurez besoin pour protéger ce qui est à vous. David n'a rien dit. Il a fixé les chiffres, puis a levé les yeux vers moi. J'y ai vu de la douleur, de la honte et la première étincelle d'un réveil. Maman, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. J'ai été si stupide de lui faire confiance. J'ai posé une main sur son épaule. Non, mon fils. L'erreur n'est pas dans la confiance. Elle est dans ceux qui la trahissent. Clara a éclaté en sanglots, jetant des regards sauvages autour d'elle pour trouver une issue. « Je n'en peux plus !» a-t-elle crié, puis s'est soudainement levée. « Je n'ai besoin de la pitié de personne. Si vous voulez la croire, allez-y !» Elle a attrapé son sac à main et sorti en trombe. Ses talons ont frappé le parquet. Chaque pas sonnait comme la fin de quelque chose. David ne l'a pas arrêté. Il est resté assis, la tête baissée. La porte a claqué. Le silence est tombé. Plus de pleurs, plus d'excuses. Seulement l'odeur persistante du ragoût et la lourde présence de la vérité. J'ai regardé l'enveloppe ouverte. Des papiers éparpillés, preuve de 8 mois de tromperie. J'ai expiré doucement. « C'est fait », dis-je tranquillement. Le rideau est tombé. Benoît a hoché la tête, rassemblant les dossiers. Le père Martin s'est levé et a posé une main sur mon épaule. « Vous avez fait ce que toutes les mères n'ont pas le courage de faire, Marguerite. » J'ai souri faiblement, mais à l'intérieur, il y avait une douleur vide. Cette victoire n'apportait pas de joie, seulement une libération. Quand tout le monde est parti, je suis restée. J'ai débarrassé la table, les assiettes à moitié mangées, les verres de vin rouge, la chaise où Clara s'était assise, encore légèrement chaude. J'ai regardé autour de moi, me souvenant de chaque mot, de chaque regard. 8 mois de tromperie, et en une soirée, tout s'était brisé comme du verre. J'ai rassemblé les pages tombées, je les ai empilées soigneusement, et je les ai remises dans l'enveloppe. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais parce que j'avais enfin retrouvé ma dignité. Dehors, le vent s'est levé, soulevant les rideaux. J'ai levé les yeux vers le ciel, le clair de lune filtrant par la fenêtre, brillant sur l'enveloppe comme un sceau de vérité. Je savais que chaque mensonge finit par éclater au grand jour. Et ce soir, c'était arrivé, ici même, dans ma propre maison. J'ai ramassé l'enveloppe, remarquant le tampon bleu, tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Ma poitrine s'est serrée. Je savais que cela arriverait, mais le voir me rendait le cœur lourd. À l'intérieur se trouvait l'avis officiel. Affaire numéro 23 CF 88-1. Marguerite Dubois, plaignante contre Clara Dubois, défendresse. Exploitation financière d'une personne âgée et fraude familiale. Amélie avait agi plus vite que je ne l'avais prévu. Elle avait envoyé un court message. Toutes les preuves déposées. Préparez-vous pour l'audience préliminaire lundi prochain. J'ai posé la lettre sur la table. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores, tombant sur le dossier épais de Benoît de la semaine précédente. J'ai touché sa couverture lisse, froide au toucher, mais contenant 8 mois de trahison. La justice était proche, mais étrangement, je ne ressentais aucune satisfaction. Le matin de l'audience, le ciel était gris, le vent vif comme quelque chose sur le point de se briser. Je suis arrivée tôt avec Amélie. Elle portait un manteau marron, son visage sévère, mais plein de détermination. « Tu tiens le coup, Marguerite » a-t-elle demandé,
Alors que nous entrions dans le hall principal, j'ai pincé les lèvres. Oui, j'aurais juste aimé que ça n'en arrive pas là. Le couloir du palais de justice était long, carrelé de blanc brillant, sentant légèrement le café, le papier et la tension. C'était un lieu inconnu, mais d'une certaine manière, il me faisait me sentir en sécurité. Quand nous sommes entrés dans la salle d'audience, Clara était déjà là. Elle était assise à la table de la défense dans un tailleur noir, les cheveux soigneusement attachés, le visage pâle, mais les yeux feignant le calme. À côté d'elle, se tenait un jeune avocat, nerveux, probablement engagé à la dernière minute. David était assis derrière eux, seul et silencieux. Il ne m'a pas regardé, ni elle. Ses yeux étaient cernés, fatigués et vides. Quand je me suis assise, Clara a jeté un coup d'œil et a esquissé un léger sourire, un mélange de défi et de désespoir. Le juge a frappé de son marteau. La cour est maintenant en session pour l'affaire d'exploitation financière d'une personne âgée. Marguerite Dubois contre Clara Dubois. Amélie s'est levée la première, ouvrant son dossier. Sa voix était claire et ferme. Votre honneur, pendant 8 mois consécutifs, la défendresse, Madame Clara Dubois, a utilisé un compte bancaire frauduleux au nom de sa belle-mère pour détourner un total de 40 000 €. De plus, la défendresse a utilisé une carte de crédit secondaire de l'entreprise appartenant à Dubois et associés pour des dépenses personnelles, y compris des services de spa, des voyages et l'achat d'un véhicule privé. La salle d'audience est devenue silencieuse, à l'exception du léger bruissement de papier alors qu'Amélie présentait les preuves. Relevé bancaire, reçu de spa, facture de la Mercedes, billets pour Cancun, chacun placé soigneusement devant le juge. Elle a fait une pause, puis a regardé directement Clara. La défendresse a non seulement pris de l'argent à sa belle-mère, une veuve de 67 ans, mais elle l'a dissimulé en falsifiant des documents légaux et des signatures bancaires. C'était un acte de tromperie délibéré et systématique. L'avocat de Clara s'est rapidement levé, essayant de s'opposer. Votre honneur, ma cliente soutient qu'il s'agissait simplement d'un malentendu dans la gestion financière du ménage. Madame Marguerite Dubois est âgée et a peut-être mal mémorisé les virements du compte de son fils et les dépenses du ménage. J'ai senti mon sang bouillir. Clara a baissé la tête, feignant la fragilité, puis a levé les yeux, la voix tremblante. Votre honneur, ma belle-mère a des oublis ces derniers temps. Je lui ai apporté de l'argent de nombreuses fois, mais elle ne s'en souvient pas. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Peut-être qu'elle a simplement mal compris. Ces mots m'ont transpercé la poitrine comme un couteau. Je voulais me lever et crier, mais Amélie a posé une main sur mon épaule, me signalant de rester calme. Puis, elle s'est avancée, sa voix aussi tranchante que l'acier. Votre honneur, la mémoire de Madame Marguerite Dubois est assez vive pour documenter en détail chaque jour où Clara lui a rendu visite et tout ce qu'elle a dit. Et voici son journal pour le prouver. Amélie a sorti mon carnet en cuir marron et l'a brandi. Dans ce carnet, Madame Dubois a consigné 8 mois complets de visites, dates, heures et même les paroles exactes de la défendresse. J'ai laissé l'enveloppe dans la voiture. Chaque ligne et chaque page correspondent parfaitement aux données des transactions bancaires. Si c'est ce que vous appelez une perte de mémoire, alors c'est la plus précise que j'ai jamais vue. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes, a feuilleté lentement quelques pages du dossier, puis a froncé les sourcils et s'est tourné vers Benoît, qui avait été invité comme témoin expert. « Monsieur Benoît, » dit le juge, « confirmez-vous les chiffres de ce rapport ?» Benoît s'est levé, a ajusté sa cravate et a répondu fermement « Votre honneur, je suis le chef comptable de Dubois et associés. Je confirme que tous les relevés et rapprochements sont authentiques. Chaque virement
a été effectué du compte personnel de M. David Dubois vers un compte ouvert au nom de Marguerite Dubois. Cependant, ce compte a en fait été ouvert et contrôlé par la défendresse, Madame Clara Dubois. Le juge a hoché la tête, son expression sévère. J'ai regardé Clara. Elle a baissé la tête, les ongles s'enfonçant dans ses paumes, son visage pâle. Amélie a poursuivi. Votre honneur, en vertu de la loi française sur la protection des personnes âgées vulnérables, la conduite de la défendresse constitue un abus de faiblesse et une fraude financière conjugale. Nous demandons que le tribunal ordonne à la défendresse de restituer la totalité du montant, y compris les intérêts et les frais de justice, et lui interdise de gérer ou d'accéder à tout compte financier appartenant à M. David Dubois pour les 5 prochaines années. Personne n'a parlé. Le seul son était le tic-tac régulier de l'horloge murale. Le juge a levé la tête, sa voix ferme et définitive. Après examen de tous les documents, témoignages et preuves, la Cour statue que la défendresse, Madame Clara Dubois, devra rembourser la totalité des 40 000 € à Madame Marguerite Dubois. La défendresse est par la présente privée de ses droits d'accès et de gestion des comptes financiers de son mari, Monsieur David Dubois. La défendresse devra également suivre un programme de réhabilitation financière obligatoire de 6 mois. La séance est levée. Le marteau a frappé 3 fois, un son sec et froid comme celui d'une porte d'acier qui se ferme. Clara s'est affaissée sur sa chaise. Je l'ai vue essayer de garder son sang-froid, mais des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle s'est tournée vers David, la voix tremblante. « Tu dois me croire, je ne le voulais pas. » David n'a rien dit. Il l'a juste regardée avec des yeux vides, puis s'est détourné. Cette scène m'a fendu le cœur. Je ne ressentais ni joie ni triomphe, seulement une douleur sourde, car pour obtenir justice, j'avais dû assister à la perte du mariage de mon fils. J'avais autrefois rêvé que David serait heureux un jour, avec quelqu'un qu'il aimerait et prendrait soin de lui, avec un foyer chaleureux. Maintenant, ce rêve avait disparu, enterré quelque part entre les pages d'un dossier judiciaire. Amélie a posé une main sur mon épaule, sa voix douce. « Tu as fait ce qu'il fallait, Marguerite. Tu ne t'es pas seulement protégée, tu as sauvé ton fils. » J'ai hoché la tête, mais mes lèvres ne pouvaient pas former un sourire. La justice, j'ai réalisé, est une épée à double tranchant. Elle coupe les chaînes de la tromperie, mais elle tranche aussi les fils fragiles de la famille. Quand j'ai quitté le palais de justice, le ciel était déjà devenu gris foncé. La pluie a commencé à tomber. De grosses gouttes s'écrasant sur les marches en pierre, se brisant en centaines de plus petites. Je suis restée sous l'auvent, levant les yeux. La pluie était froide sur ma peau, mais d'une certaine manière, je me sentais plus légère à l'intérieur. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas de acclamations, pas de sentiment de victoire. Seulement la paix tranquille de quelqu'un qui avait bouclé le cercle complet de la justice. J'ai murmuré doucement, comme si je parlais à la pluie elle-même. « David, je ne sais pas si tu peux me pardonner, mais au moins, je me suis accrochée à la seule chose que je ne pouvais pas me permettre de perdre. La vérité. » La pluie a continué de tomber, alors que je m'éloignais pas à pas, laissant derrière moi le palais de justice, un endroit où la justice avait prévalu, mais où le cœur d'une mère s'était tranquillement fracturé. Après le procès, ma maison est retournée à une quiétude étrange. Plus de coups inattendus à la porte, plus d'appels téléphoniques pressés, seulement le tic-tac de l'horloge murale et la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, éclairant de minuscules grains de poussière flottant dans l'air. Les mois ont passé et David n'a pas appelé. Pas de message, pas d'email, pas de « Comment vas-tu, maman ?» Je ne lui en voulais pas. Je comprenais qu'il essayait de nettoyer les débris de son mariage. Pourtant, les nuits calmes, lorsque le clair de lune traversait la vitre, je me surprenais souvent à tenir le téléphone,
fixant le nom David Dubois dans mes contacts, sans jamais appuyer sur appeler, juste en regardant, puis en le reposant. Être une mère, j'ai appris, signifie parfois savoir que le silence est la seule façon de laisser son enfant grandir. Le paiement de la restitution est arrivé un matin de juin. 40 000 €, une somme que je n'avais pas vue depuis 8 longs mois. J'ai ouvert l'email de la banque et lu les mots « Dépôt effectué avec succès ». Je pensais ressentir de la joie, mais au lieu de cela, je me sentais vide. Je suis restée assise devant l'ordinateur pendant un long moment. Puis une pensée m'est venue. Si cet argent avait été autrefois un outil de tromperie, il devait maintenant devenir quelque chose de bon. J'ai utilisé une petite partie pour réparer le toit, remplacer les rideaux et enfin acheter un radiateur digne de ce nom. Quant au reste, j'ai contacté le père Martin et Amélie. « Je veux créer une petite fondation », dis-je alors que nous étions assis dans le bureau paroissial. « Je l'appellerai la Fondation Les Mains de la Grâce. Je veux aider les personnes âgées qui ont été exploitées financièrement par leurs propres enfants ou leurs familles, tout comme moi. » Le père Martin m'a regardé un long moment, puis a souri doucement derrière ses épaisses lunettes. « Marguerite, ce n'est pas seulement de la gentillesse. C'est ainsi que Dieu transforme la douleur en la graine de quelque chose de bon. » Amélie, toujours aussi pratique, a ouvert son carnet et a commencé à écrire. « Nous l'enregistrerons comme une association à but non lucratif. Je m'occuperai de l'aspect juridique. Le père Martin peut représenter le groupe communautaire, et toi, tu seras la fondatrice. » J'ai gloussé doucement, serrant ma tasse de café. Je ne veux pas être la fondatrice, Amélie. Je suis juste une mère qui a appris à se relever. 3 mois plus tard, la fondation Les Mains de la Grâce a officiellement ouvert ses portes. Notre premier bureau se trouvait au sous-sol de l'église Sainte-Marie, juste 3 bureaux, une vieille imprimante et une pancarte en bois gravée des mots « Aider les oubliés à retrouver leur voix ». Chaque semaine, le père Martin et moi rencontrions des gens qui venaient partager leurs histoires. Une vieille femme trompée par sa fille pour lui faire signer l'acte de sa maison. Un homme de 70 ans dont le petit-fils avait vidé son compte de retraite. Une veuve de 80 ans dont la signature avait été falsifiée pour un prêt bancaire. Chaque histoire était une blessure, mais j'avais appris à écouter sans pleurer. Je leur tenais simplement la main et leur racontais ce que j'avais vécu, que la vérité ne vous sauve pas instantanément, mais qu'elle arrive toujours à temps. Amélie travaillait sans relâche, contactant des organisations juridiques, demandant des subventions, formant des bénévoles. Je supervisais ce que nous appelions le travail du cœur. Écouter, écrire des lettres, réconforter les gens, documenter leur parcours. Un après-midi, en rangeant les bureaux, le père Martin a dit tranquillement « Marguerite, n'est-ce pas étrange? La douleur est devenue une lumière pour les autres ?» J'ai souri. Peut-être que c'est ainsi que Dieu réécrit la fin pour ceux qui ont été trahis. Au fur et à mesure que la fondation grandissait, les journalistes ont commencé à nous contacter. Ils voulaient interviewer la mère courageuse qui avait poursuivi en justice sa belle-fille millionnaire. Certains m'ont invité à des émissions de télévision. Un journal m'a même proposé un contrat de livre. Je les ai tous refusés. Je ne voulais pas devenir une histoire dont les gens feraient des commérages. Je voulais juste la paix. Parfois, le silence est la seule façon d'empêcher une blessure de saigner à nouveau, ai-je dit à Amélie quand elle m'a demandé pourquoi j'évitais les médias. Elle a hoché la tête. Tu as raison. La justice peut être publique, mais la guérison doit être privée. La nuit, j'ai développé un nouveau rituel. Je plaçais une petite bougie sur la table près de la fenêtre. Sa douce lueur tombait sur la photo de David et moi. J'allumais la bougie et je murmurais « Où es-tu, David ? Je ne suis pas en colère. J'espère juste que tu as appris quelque chose de toute cette douleur. »
La flamme vacillait, illuminant cette vieille photo, le sourire innocent de David, celui qui n'était pas touché par la trahison. J'ai touché le cadre en verre froid, et une chaleur s'est répandue dans mon cœur. J'ai réalisé que le pardon n'est pas l'oubli. C'est choisir de ne pas laisser la blessure définir le reste de sa vie. Parfois, le père Martin me demandait « Marguerite, l'as-tu vraiment pardonné ?» Je répondais « Peut-être, parce que je ne veux plus qu'elle souffre. Mais oublier ? Non. Les trahis peuvent pardonner, mais jamais oublier. » Il souriait. « Tu es toujours la Marguerite forte que je connais. » Un matin d'automne frais, alors que j'arrosais les plantes sur le porche, Amélie est arrivée avec une nouvelle enveloppe. Notre fondation vient de recevoir un financement du Fonds pour la justice des aînés. Ils veulent un partenariat à long terme. J'ai regardé l'enveloppe, me sentant à la fois fière et humble. Qui aurait cru qu'une femme qui vivait autrefois de conserve de l'Église aidait maintenant d'autres à retrouver leur dignité? Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement souri. Un vrai sourire doux, léger comme la brume. Pourtant, les nuits calmes, j'entends encore parfois le vent frôler la porte, sonnant presque comme la voix de mon fils qui appelle. Je sais que David n'est pas encore prêt. Peut-être qu'il essaie encore de se pardonner. Peut-être qu'il paie sa pénitence par le silence. Je ne lui en veux pas. J'attends, non pas parce que j'ai besoin de lui, mais parce que j'ai besoin que la vérité boucle la boucle. La vérité sur la maternité, la confiance et un amour qui survit même à la trahison. Je crois qu'un jour, quand mon fils frappera à ma porte, je l'ouvrirai encore. Non pas parce que j'ai tout oublié, mais parce que j'ai appris à aimer sans me laisser briser à nouveau. J'allume la bougie, regardant sa lueur vacillante danser sur le cadre. Dehors, le vent porte l'odeur de lavande dans la pièce. Je murmure comme une prière. Mon fils, je n'ai pas besoin que tu t'excuses. J'espère juste que tu te souviens de ceci. La confiance est le cadeau le plus précieux que nous ayons. Et une fois qu'elle est perdue, il peut falloir toute une vie pour la retrouver. La flamme se réduit à un mince fil d'or. Mais je reste là à la regarder jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complètement. Mon cœur est étrangement calme, car je sais que la tempête est passée. Et cette quiétude est la mienne. Cette nuit-là, la pluie est tombée sans discontinuer du crépuscule jusqu'à minuit. Le vent fouettait les fenêtres, éparpillant les pots de lavande que j'avais rentrés plus tôt dans la matinée. La lampe jaune du salon se reflétait sur le verre mouillé, scintillant comme des fragments des souvenirs que je mettais de côté depuis des mois. J'étais assise près de la fenêtre, examinant les dossiers de dons pour la réunion de la fondation, les mains de la grâce de la semaine suivante, quand j'ai entendu frapper, doucement mais avec insistance, portant le froid de la tempête. J'ai levé les yeux. Il était plus de 22 heures. À mon âge, peu de gens frappent si tard, à moins que... Je suis allée à la porte, ma main tremblant en tournant le loquet. La porte s'est ouverte en grand, le vent s'engouffrant, la pluie éclaboussant mon manteau, et là, sous l'averse, se tenait David. Il était trempé, les cheveux plaqués sur son front, les yeux rouges et lasses. À cet instant, le temps s'est figé. Le garçon que je tenais autrefois dans mes bras, celui à qui j'avais appris à faire ses lacets, se tenait maintenant devant moi, tremblant comme un enfant perdu. « Maman !» Sa voix s'est brisée. « Maman, je suis désolée. J'ai été si stupide. » Avant que je puisse répondre, il est entré et s'est effondré à genoux sur le sol mouillé. Un sanglot brisé lui a échappé, brut, sans défense. Il a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées. Et moi, je suis restée là, regardant mon fils,
l'homme qui pensait autrefois tout comprendre, s'effondrait maintenant dans la maison même où il avait été élevé pour valoriser l'honnêteté. Je me suis agenouillée à ses côtés, j'ai posé une main sur son épaule, et j'ai dit doucement « David, lève-toi, mon fils. » Tout le monde trébuche. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est se sauver soi-même. Il a levé la tête, les larmes se mêlant à la pluie qui coulait sur son visage. « Je ne mérite pas ton pardon. J'ai douté de toi. Je l'ai laissé me manipuler. Je suis resté silencieux pendant que tu souffrais. Maman, j'ai tout perdu. » J'ai secoué doucement la tête, le guidant vers le canapé, séchant ses cheveux avec une serviette comme je le faisais quand il était petit. Chaque mouvement était lent, tendre, comme si un mouvement trop rapide risquait de briser le moment fragile de reconnexion. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, » dis-je tranquillement. « J'ai juste besoin que tu te souviennes que la vérité n'arrive jamais en retard. Elle attend seulement que nous soyons assez courageux pour l'affronter. » Il n'a rien dit, se contentant de fixer la cheminée vacillante. Dehors, la pluie battait contre la fenêtre comme le battement de cœur tardif d'une âme qui se réveille. Après une longue pause, David a murmuré comme s'il avait peur de ses propres mots. « Clara est partie, maman. » J'ai arrêté de sécher ses cheveux. Il a continué. « Elle a vidé le compte d'épargne, a pris ce qui restait de l'entreprise et a disparu. Ils disent qu'elle s'est enfuie avec un homme qu'elle connaissait avant notre mariage. » J'ai fermé les yeux. Pas de colère, pas de surprise, juste une tristesse tranquille qui s'installait, comme la pluie qui avait déjà accepté la fin de la tempête. La voix de David tremblait. J'ai essayé d'appeler, d'envoyer des SMS, de chercher partout. Mais elle a disparu. Elle n'a laissé qu'un seul message. « Tu as fait confiance à la mauvaise personne. » J'ai pris sa main, chaude, ferme. « Non, mon fils, » dis-je. « Tu as juste réalisé la vérité trop tard. Mais même lorsque la confiance est brisée, c'est toujours ce qui nous sépare de ceux qui trompent. » Il a posé sa tête sur mon épaule, comme un enfant qui avait enfin retrouvé son chemin. J'ai senti son souffle, irrégulier mais réel. Puis est venu un sanglot doux. « J'ai tout perdu, maman. Ma carrière, mon argent, ma dignité. » J'ai caressé ses cheveux, ma voix calme. « Non, mon fils. Ce que tu as trouvé ce soir est bien plus grand. Le cœur qui sait admettre ses erreurs. » La pluie a duré jusqu'à près de minuit. Je lui ai préparé une tasse de tisane au gingembre pendant qu'il était assis, recroquevillé près de la cheminée. La vapeur s'élevait, se mêlant à l'odeur du bois qui brûlait, remplissant la pièce de chaleur. « Je ne comprends pas comment tu peux rester si calme après tout ça, » dit-il tranquillement. J'ai souri faiblement. Parce que je sais que la justice ne consiste pas à faire payer quelqu'un. Il s'agit de rétablir l'équilibre. Tu vois, Clara a récolté exactement ce qu'elle a semé. Il a hoché la tête, fixant les flammes dansantes. « Il ne me reste que toi maintenant, maman. »« Non, » ai-je répondu. « Il te reste toi-même, et ce que tu choisiras de faire à partir de maintenant décidera si tu te relèveras vraiment. » Il est resté silencieux un moment, puis a soudainement dit « Maman, est-ce que je peux aider à ta fondation ? Je veux faire quelque chose de significatif, peut-être commencer ce week-end. » Je l'ai regardé. Ses yeux étaient sincères, si sincères que j'ai dû retenir la vague d'émotion qui montait dans ma poitrine. « Tu es sûr, mon fils ? » ?»« Bien sûr, maman. Je ne veux plus vivre comme avant. Je veux réapprendre à utiliser l'argent pour guérir au lieu de blesser. » J'ai hoché la tête. « Alors viens samedi. Le père Martin sera heureux de te voir. » À partir de ce jour, David est venu aider à la fondation chaque week-end. Il arrivait tôt, apportant du café pour tout le monde, puis s'asseyait avec moi pour organiser les dossiers et écrire des lettres de remerciement aux donateurs. Certains jours,
Il aidait le père Martin à déplacer des chaises. D'autres jours, il allait avec Amélie rencontrer des victimes âgées et enregistrer leurs histoires. On dit que le temps guérit tout, mais pour moi, ce n'était pas le temps. C'était la transformation de mon fils qui est devenu le vrai remède. Un matin, je l'ai vu assis à son bureau, concentré sur la réparation d'une feuille de calcul, ses cheveux bruns brillant au soleil. À ce moment-là, j'ai revu mon petit David, le garçon qui m'aidait à faire la vaisselle, qui m'avait demandé un jour « Maman, qu'est-ce que ça veut dire, l'honnêteté ?» Je l'ai regardé, mon cœur se gonflant de tendresse et de gratitude. « David » ai-je appelé doucement. Il a levé les yeux. « Oui, tu as surmonté ta propre douleur, mon fils, » dis-je en souriant. « Tout le monde n'a pas le courage de le faire. » Il a souri faiblement, un sourire rare et sincère que je n'avais pas vu depuis des mois. « Sans toi, maman, je ne sais pas combien de temps j'aurais encore été noyée dans la culpabilité. » J'ai posé une main sur son épaule, ma voix chaude. « Je ne t'ai pas sauvé, David. Tu t'es sauvé toi-même. » Dehors, une pluie fine a commencé à tomber. J'ai regardé par la fenêtre. Les gouttes de pluie glissaient sur la vitre, puis disparaissaient. La porte à laquelle il avait frappé cette nuit de tempête était maintenant ouverte. Plus de pluie qui s'engouffrait. Seulement le vent portant l'odeur de la terre humide et de la lavande. Dans ce moment calme, j'ai compris. La vie, aussi brisée soit-elle, laisse toujours une porte ouverte à ceux qui souhaitent revenir. Et en regardant mon fils sourire dans cette pièce ensoleillée, je savais que la tempête était passée et que la paix avait enfin trouvé son chemin vers la maison. Un matin d'automne, alors que la douce lumière du soleil se déversait par la fenêtre, je me suis assise à mon bureau, fixant une feuille de papier vierge. La brise portait un léger parfum de lavande du porche, mon parfum préféré, doux mais patient, un rappel de l'endurance. J'ai pris mon stylo. L'encre coulait doucement comme un souffle, et les premiers mots sont apparus. Clara, merci. Grâce à toi, j'ai appris la vraie valeur de l'honnêteté et la force du respect de soi. J'ai fait une pause, regardant l'encre s'étaler faiblement sous la lumière du matin. Étrangement, il n'y avait pas de colère en moi, seulement une paix tranquille. J'ai continué à écrire. Sans toi, je croirais peut-être encore que la vérité est quelque chose d'évident, que la gentillesse est toujours récompensée en nature. Mais tu m'as appris quelque chose de différent. La vérité n'a de sens que lorsque nous sommes assez courageux pour la défendre. Tu as pris mon argent, mais en retour, tu m'as donné quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, la liberté. J'ai souri doucement. Mon écriture est devenue plus légère, plus douce. Je ne sais pas où tu es maintenant, ni si tu as trouvé la paix, mais si un jour tu lis ceci, je veux que tu saches que je t'ai pardonné. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je refuse de rester enchaînée à l'obscurité que tu as laissée derrière toi. J'ai posé le stylo et j'ai regardé la page, maintenant pleine, une lettre écrite pour personne, mais écrite avec la clarté d'un cœur qui avait été brisé et s'était guéri lui-même. Je l'ai pliée soigneusement, je l'ai glissée dans une enveloppe crème, puis j'ai ouvert une petite boîte en bois que mon défunt mari utilisait pour garder de vieilles cartes d'anniversaire. J'ai placé la lettre à l'intérieur, parmi des photos de famille, et une note qu'il m'avait écrite un jour. Marguerite, la vérité n'a pas besoin d'être criée, seulement d'être vécue. J'ai fermé la boîte, entendant le léger clic du bois, un son comme un chapitre qui se ferme doucement. Dans les mois qui ont suivi, la fondation Les Mains de la Grâce a grandi plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Chaque semaine, nous accueillions de nouvelles personnes. Certaines arrivaient en larmes, d'autres
avec des dossiers en désordre, d'autres n'ayant besoin de rien de plus qu'un endroit pour enfin raconter l'histoire qu'elles avaient enterrée dans le silence. Je me voyais en elles, des gens autrefois trompés, autrefois rabaissés, mais s'accrochant toujours à la conviction que la justice existe. Et chaque fois que nous aidions quelqu'un à recouvrer ses droits, j'avais l'impression de récupérer un fragment de mon propre passé. Un jour, David est passé au bureau avec 2 tasses de café chaud. Il s'est assis à côté de moi, regardant la pièce, maintenant remplie d'affiches, de graphiques et de visages souriants sur des cartes de remerciements. « Je n'arrive pas à croire à quel point ta fondation est devenue grande, » dit-il, sa voix un mélange de fierté et d'émotion. « Tu as vraiment transformé la douleur en lumière. » J'ai gloussé doucement, posant ma tasse. « Pas la lumière de Dieu, mon fils, la lumière de la justice. Dieu pardonne, mais la justice n'oublie jamais. » David a hoché lentement la tête. Peut-être que je commence enfin à comprendre ça. Je l'ai regardé, et dans ses yeux, j'ai vu l'homme qu'il était devenu. Pas celui qui fuyait autrefois la vérité, mais quelqu'un qui s'inclinait maintenant devant ce qui était juste. À ce moment-là, mon cœur était aussi léger que l'air. Je n'ai plus peur d'être pauvre. Les jours où je faisais la queue pour des conserves à l'église sont loin, mais je n'ai pas honte de m'en souvenir. Au contraire, je suis reconnaissante que ces jours m'aient appris la dignité de l'endurance. J'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui vaut bien plus que l'argent. Le respect de soi. Quand une personne s'accroche au respect de soi, elle ne peut pas être vraiment vaincue, même si elle perd tout le reste. Maintenant, chaque matin, je me lève toujours tôt. Je prépare une théière et j'ouvre les fenêtres pour laisser entrer la lumière. La lumière du soleil se déverse sur la photo de mon mari et moi. Il porte une chemise blanche, son bras autour de mes épaules, les yeux doux et bienveillants. Je lui souris. Si seulement tu pouvais voir ça, tu serais fier de moi, n'est-ce pas? S'il était encore en vie, je sais qu'il sourirait. Non pas à cause de l'argent que j'ai récupéré, mais parce que j'ai gardé la force qu'il aimait autrefois en moi. La force de ne jamais laisser personne d'autre définir ma valeur. Ce soir-là, après que David a quitté le bureau, je suis restée. J'ai ouvert le vieux journal qui m'avait suivi tout au long de ce voyage et j'ai écrit la dernière ligne. Le voleur est parti, mais la leçon demeure. J'ai fait une pause, regardant par la fenêtre. Le ciel devenait orange pâle, les gouttes de pluie tapotant doucement sur le toit. J'ai entendu les cloches lointaines de l'église sonner, lentes, profondes, comme le temps qui respire. J'ai fermé le journal, me sentant comme si j'avais terminé une prière. Pas besoin de vengeance, pas besoin d'applaudissements, juste la paix de savoir que même dans un monde cruel, l'honnêteté a encore sa place. J'ai soufflé la bougie à côté du cadre photo. Sa lumière affaiblit, laissant une légère trace de cire dans l'air. Et dans l'obscurité, je me suis murmuré. « Merci, Clara. Merci de m'avoir tout pris pour que je puisse enfin apprendre que la chose la plus importante dans la vie n'est pas de s'accrocher, c'est d'apprendre à se relever. » 1 an plus tard, la Provence s'est épanouie au printemps. La lavande a fleuri près du porche et le ciel du matin a pris le bleu doux de la soie. Je préparais du thé quand le téléphone a sonné, un appel d'Aix-en-Provence. La voix joyeuse d'une femme s'est fait entendre. « Madame Marguerite Dubois, félicitations. Vous avez été sélectionnée comme femme de l'année de la région. Le Conseil honore celles qui ont contribué à la justice sociale et aux droits des aînés. Nous serions ravis que vous preniez la parole lors de la cérémonie de la semaine prochaine. » Je suis restée figée un moment, non pas par fierté, mais par incrédulité. 1 an plus tôt, j'étais une veuve de 67 ans, vivant de l'aide de l'Église. Maintenant, on m'appelait un symbole de justice pacifique. La vie, semble-t-il, trouve toujours un moyen de tourner quand on continue de croire en la vérité.
La cérémonie a eu lieu dans la grande salle du palais de justice. J'ai choisi une robe bleu clair, simple, comme la vie que je menais maintenant. Pas de glamour, pas de prétention. Quand je suis montée sur scène, les applaudissements ont rempli la salle. Dans la foule, j'ai vu David au 2e rang, portant une chemise blanche, ses yeux brillants d'une fierté que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. L'animateur a souri. Madame Marguerite Dubois, la fondatrice de la fondation Les Mains de la Grâce, une femme qui a transformé sa douleur personnelle en une force pour la justice, aidant des dizaines de personnes âgées à retrouver leur dignité. Je me suis approchée du pupitre en bois, mes mains tremblant légèrement, mais ma voix ferme. « Merci », ai-je commencé. Mais aujourd'hui, je ne raconte pas mon histoire. Je raconte l'histoire d'une mère anonyme qui a été trompée par sa propre belle-fille, qui a perdu à la fois son argent et sa confiance. La salle est devenue silencieuse. Des visages jeunes et vieux, des hommes et des femmes, tous se sont penchés en avant. Je pensais autrefois que lorsque quelqu'un vous trahit, la meilleure vengeance est le silence. Mais j'ai appris autre chose. Quand quelqu'un vous vole votre confiance, récupérez-la avec la vérité. Pas de cris, pas de haine, juste la vérité. Parce que la vérité détient un pouvoir qu'aucune punition ne pourra jamais avoir. Les applaudissements ont éclaté, longs et sincères. J'ai fait une pause, prenant une profonde inspiration. Au premier rang, j'ai vu David essuyer ses yeux. Le regard sur son visage m'a presque brisé, non pas par pitié, mais parce que je savais qu'il avait enfin compris. Quand j'ai repris la parole, ma voix s'est adoucie, chaude et basse, comme un message pour tous ceux qui avaient été brisés par la trahison. La justice n'est pas seulement ce qui se passe au tribunal. Elle commence au moment où vous trouvez le courage de dire « assez ». Même lorsque celui qui vous a fait du mal est quelqu'un que vous aimez. C'est l'acte le plus courageux qu'une mère, un père ou tout être humain puisse accomplir. Après la cérémonie, il y a eu des photos, des poignées de main, des bouquets. Je ne me souviens pas de tous les visages, mais je me souviens du sentiment de paix profonde. Pas d'amertume, pas de ressentiment, juste un accomplissement tranquille. En sortant, une pluie fine a commencé à tomber. Le ciel de Provence savait toujours me rappeler que même sous la pluie, il y a de la lumière. Je suis restée sous l'auvent, regardant les gouttes scintiller sous les lampadaires, mon cœur plus léger que jamais. David s'est approché de moi, drapant sa veste sur mes épaules. « Maman, » dit-il doucement, « je ne t'ai jamais vue briller comme ça. » J'ai souri, tenant sa main. « Ce n'est pas à cause du prix, mon fils. C'est parce que tu es là, comme au bon vieux temps. Sauf que maintenant, tu comprends vraiment ce que signifie l'honnêteté. » Il a souri en retour, les yeux encore embués. « Oui, maman, et je promets de vivre selon ce principe. » J'ai levé les yeux vers le ciel. La pluie tombait toujours, mais elle ne semblait plus froide. En moi, une petite lumière s'est levée. La lumière de la foi, de la liberté, de nouveaux départs. Cette nuit-là, de retour à la maison, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon journal usé. J'ai écrit la dernière ligne. La plus grande victoire d'une mère n'est pas de gagner au tribunal. C'est d'enseigner à son enfant la valeur de l'honnêteté. J'ai fermé le livre, écoutant le vent dehors. Le léger parfum de pluie s'accrochait encore au toit. Sur la table, la petite bougie vacillait, projetant une douce lueur sur la photo de famille. Mon mari, moi et le petit David. 3 visages dans un même cadre, 3 moments dans le temps, liés par une seule vérité. L'amour ne meurt jamais. Il change simplement de forme. J'ai souri. Ma vie n'était plus bruyante, riche ou grandiose.
mais elle était pleine à sa manière, tranquille et paisible. Et si vous êtes encore là avec moi, à m'écouter, peut-être assis dans votre propre pièce calme ce soir, je veux vous dire ceci. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin de mon histoire. Si vous avez déjà été confronté à l'injustice ou à la trahison au sein de votre propre famille, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment l'entendre, car peut-être que votre voix aujourd'hui pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver l'espoir demain. Et si vous croyez, comme je l'ai toujours cru, que la vérité trouvera toujours son chemin, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et restez pour les prochaines histoires. Je vous parlerai de femmes, de mères, de celles qui sont tombées mais se sont relevées grâce à la lumière de la justice et de la compassion. Depuis la Provence,